Le but, c'est de faire en sorte que les gens perdent leur charge mentale de mieux faire. Le mieux faire, du mieux consommer. Et t'as la charge mentale de j'ai envie de consommer sans détruire la planète. Ok, très bien. We've got your back. On a fait la sélection pour vous. J'ai envie de pas me faire avoir en termes de prix. Bah oui, on a un modèle en fait où les prix sont réduits. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Lucas Lefebvre, qui est le cofondateur, avec Boris Meton et Nathan Labatte, de La Fourche. Salut Lucas, ça va ? Salut Laurent, merci de m'accueillir ici. Alors, je suis certain que vous connaissez La Fourche. Si ce n'est pas le cas, c'est un site e-commerce de produits bio qui fonctionne sur le modèle de l'adhésion, qui est un modèle particulier dont on va beaucoup parler dans cet épisode et tu nous raconteras pourquoi. Et vous êtes plus de 70 000 à connaître, donc je suis certain que beaucoup d'entre vous, chères auditrices, chers auditeurs, connaissez La Fourche. Vous êtes 200 personnes à date, c'est une belle boîte, vous avez 4 000 produits en stock, 70 000 adhérents, c'est ce que je viens de dire, actifs, hein, c'est ça ? Donc une très très belle, c'est plus une start-up d'ailleurs. C'est plus une start-up dans le sens est-ce encore une start-up où on a prouvé le modèle. C'est-à-dire que le modèle fonctionne et maintenant on serait, tu dirais plus une scale-up. C'est ça, une scale-up. On va parler de ce marché qui est un marché pas évident, qui bouge, le marché du bio, le marché de l'achat en ligne. On va parler du modèle. Vous avez choisi le modèle de l'adhésion. Tu m'expliqueras pourquoi, comment ça marche, comment est-ce que vous levez les frictions sur l'acte d'adhésion justement de vos utilisateurs, de vos clients. On va parler du catalogue, 4000 refs aujourd'hui. Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins ? Tu m'expliqueras pourquoi. On fera un petit détour par la plateforme tech. Vous venez de faire une migration pas évidente, mais c'est toujours compliqué. La tech, c'est compliqué, de Shopify vers Silius. J'aimerais comprendre pourquoi. Et on parlera évidemment des leviers marketing et d'activation, et notamment de l'éco-score que vous avez inventé avec d'autres partenaires et qui aujourd'hui présent sur votre site, mais plein d'autres sites également. On parlera un tout petit peu aussi du mindset entrepreneurial et de comment est-ce qu'on le maintient dans son ADN et dans sa culture quand on passe de quelques-uns à 200 personnes aujourd'hui. Bref, un épisode qui s'annonce passionnant. Je suis très heureux de te recevoir. Un gros big up à Laura, notre responsable podcast chez Cosa Vostra, qui me disait il faut absolument que tu les reçoives. Vous étiez dans ma liste, mais du coup, vous êtes passé en top de la liste. Elle est cliente chez vous, elle fait partie de ces 70 000 personnes. Une heureuse cliente, j'espère. Une heureuse cliente, Laura Pironnet. Vous avez lancé ça en 2018. Ouais. À 3, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Écoute, on voulait vraiment... on bossait, on avait chacun notre carrière, ça se passait bien. On avait 30 ans, on arrivait à un moment en fait où on avait besoin de bosser pour un job en fait qui avait du sens et qui travaillait, qui poussait à la transition écologique. Et en fait, on s'est un peu posé tous les trois en se demandant quelles étaient nos compétences et comment on pouvait les utiliser au mieux pour pousser cette transition écologique avec un aspect vraiment environnemental et un aspect social. Ça nous tenait à cœur. Et on a réfléchi à plein de modèles possibles. Et en fait, l'agriculture, c'est vraiment un des leviers les plus forts sur la transition. C'est entre 25 et 50% des émissions de gaz à effet de serre en fonction des études. Et c'est un domaine qui peut vraiment changer les choses. Et voilà, nous, on vient tous de petites, de régions. On est tous des provinciaux, et on avait tous du mal à bien se nourrir à Paris. On trouvait que c'était cher, alors qu'on gagnait relativement bien notre vie à l'époque. Et donc, on s'est dit, en fait, un modèle qui aide les gens à mieux consommer,
et en même temps du coup pousse à une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement, c'est quelque chose dans lequel on pourrait mettre à profit nos compétences. Donc on a réfléchi à ce modèle-là et on s'est lancé à ce moment-là. C'était votre première boîte ? C'est votre première boîte ? C'était notre première boîte. Moi, j'avais déjà monté un cabinet de conseil en stratégie digitale en sortant d'école pendant 2 ans. Mais bon, voilà, c'est une boîte de service, donc c'est pas exactement la même chose. Ok, t'as monté une boîte de service de conseil en strat digital en sortant d'école ? Ouais, parce que je me suis associé avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience. D'expérience, j'allais dire, ouais. Ok. De l'entre-gens et un carnet d'adresses. Et moi, j'étais un petit peu la jeune caution geek digitale. C'est le jeune. C'est ça, c'est lui qui sait. À côté, au bout de la table, c'est lui. Cool, intéressant. C'est ambitieux de se lancer sur une épicerie en ligne, un e-commerce de produits bio en ligne. Il y a déjà quelques acteurs, surtout même en 2018. C'est pas une mince affaire. Comment est-ce que vous commencez ? Tu poses quoi ? Une mission, une première sélection de produits ? Comment est-ce que ça démarre ? En fait, on a défini le modèle, qui est vraiment un modèle d'adhésion et qui fait toute la différence. En fait, qui a été le modèle depuis le départ. Qui a été le modèle depuis le départ. Okay. L'idée, c'est via un système d'adhésion, en gros, nos adhérents payent 60 € par an pour accéder au catalogue. Impossible de commander si on n'est pas adhérent. Et cette adhésion donne droit en fait à une réduction sur les produits qui est de l'ordre de 30% par rapport au prix du marché. Et en fait, tout le début en fait a été de voir si donc on a rencontré des acheteurs, on a rencontré des producteurs en leur présentant le modèle et en leur demandant leurs tarifs, quels tarifs on pourrait avoir droit avec une augmentation des volumes. Et on a essayé de voir si ce modèle tenait en fait, si avec une adhésion et donc une fidélité, tout l'intérêt de l'adhésion en fait, c'est que ce qu'on dit souvent, c'est qu'on échange du pouvoir d'achat contre de la fidélité. En fait, l'adhésion génère de la fidélité naturellement auprès de nos adhérents parce qu'ils ont envie de la rentabiliser. Donc ils viennent de manière plus fréquente avec un panier moyen qui est plus important. Nous, ça nous permet de réduire nos investissements marketing parce qu'un site de e-commerce classique, il va rappeler à ses clients 4, 5, 6, 7, 8 fois dans l'année en payant du média qu'il faut venir chez lui parce qu'il y a une concurrence très forte, etc. et qu'il n'y a pas un attachement énorme en fait aux distributeurs. Nous, en fait, une fois qu'ils ont pris leur adhésion, ils reviennent naturellement. Et donc, cet argent-là, on ne le dépense pas en marketing, on le transfère aux adhérents sous forme d'économie. Aux adhérents. Oui, sous forme d'économie, d'accord. Tu as une économie moyenne sur un panier ou sur un... Tu m'as dit 30%, c'est ça ? Ouais, c'est entre 20 et 30% fond de produits. En général, en moyenne, nos adhérents économisent 300 € par an. Ok. Sur leurs courses. Pour une adhésion qui coûte combien ? Pour une adhésion qui coûte 60 €. L'adhésion est remboursée entre 1 et 2 commandes. Donc à partir de la 2e commande, en fait, c'est que des économies pour les adhérents. Que d'économies. Il a fallu commencer, j'imagine, par une sélection de produits et d'acteurs. Exactement. Et donc quand on a commencé, on s'est dit c'est quoi notre MVP, quoi, notre minimum viable product. Il nous faut une sélection de produits réduite, mais un peu les essentiels. Donc on a commencé avec 400 produits. Un site qu'on avait fait nous-mêmes qui était catastrophiquement nul. Mais c'était l'ambition. On s'était dit que... Toi, tu venais du digital. Moi, je venais du digital en plus. Benoît et Nathan ? On n'a pas pu commander sur le site pendant 1 an, je pense, nous. Tellement c'était mal fait, quoi. Mais c'était une ambition. C'était qu'on voulait aller vite, en fait. Attends, comment ça, t'as pas pu commander ? Les clients ne pouvaient pas commander ? Si, les clients pouvaient commander, mais en fait, nous, on pouvait pas parce que l'expérience était trop nulle. C'est-à-dire que le site mettait 10 secondes à charger, tout mettait du temps, l'UX était pourri... Donc non, c'était mais l'idée c'était d'aller vite, d'itérer très rapidement et je pense que c'est la bonne stratégie qu'on a adoptée. Mais c'est vrai que c'est dur quand on a ce prisme un peu du bon élève qu'on veut bien faire, de se dire en fait là je suis en train de sortir un truc dont je suis vraiment pas fier parce qu'il faut aller vite en fait. Mais c'est ça aussi le mindset de l'entrepreneur. Move fast and break things. Aller vite et apprendre. Mais du coup on va parler aussi de ce marché du persona peut-être de l'acheteur de la fourche un peu plus tard, mais pour voir si c'est compatible avec une approche très entrepreneuriale où on test and learn des choses. Tu peux me parler du marché un peu en 2018 ? Comment vous lancez ? Qui sont les acteurs et comment vous allez vous différencier ? Les acteurs, globalement, t'as la GMS, qui la grande et moyenne distribution, qui représente plus de la moitié en fait, du marché du bio aujourd'hui. T'as la distribution spécialisée, donc les Biocoop, Naturalia, etc., qui eux représentent un peu moins de la moitié, et tu as des acteurs émergents en ligne
à savoir le drive, et après des pure players, type, voilà, bon, il y en a pas mal, tu vois, de sites d'e-commerce. Et nous, en fait, dès le départ, notre objectif, en fait, c'est d'être une alternative à la grande distribution. C'est que voilà, c'est le marché de la grande distribution qu'on vient aller taper. La distribution spécialisée, c'est un peu nos copains en termes de valeur et d'engagement. Enfin, on est très similaires, de sélection de produits. C'est-à-dire que nous, on a une sélection de produits qui correspond à ce que tu vas trouver dans une distribution spécialisée, donc qui est quand même plus qualitative, plus engagée, plus respectueuse de l'environnement, plus éthique. Enfin, il y a quand même plus de labels, etc., que ce qui est proposé en GMS. La GMS reproduit en fait les techniques de production industrielle appliquées au bio. Ça veut dire qu'on va avoir du bio, mais qui vient d'Espagne, qui est fait par des gens qui sont dans des conditions de quasi-esclavage. Enfin, il n'y a aucune notion de localité, il n'y a aucune notion d'éthique de travail derrière, de social, etc. Tandis que les produits que nous et les producteurs avec lesquels on travaille, bah, c'est une vision un peu holistique de la production, et il y a une dimension, c'est pas seulement le bio, c'est pas de pesticides, c'est le bio, c'est aussi, ça doit être du local au maximum, le bio ça doit être fait dans des bonnes conditions avec des gens qui sont bien rémunérés, et c'est ça qu'on essaie de pousser, c'est cette espèce de vieille vision du bio des origines, en fait, avant que la GMS en empare, qui était voilà un peu une manière globale, respectueuse de l'environnement et des travailleurs, de faire de la nourriture, quoi. On touche un sujet qui est intéressant, et je pense l'aborder plus tard, mais allons-y maintenant. Le bio a changé, non ? Bah, le bio a changé, en effet, sous la pression, en fait. Enfin, le marché du bio a énormément cru. On a eu 20 ans de croissance à 2 chiffres quasiment, et forcément au départ, c'était un bio qui était détenu, parce que les historiques, c'est les Biocoop, tu vois, qui est le premier regroupement, qui est une coopérative hyper engagée, qui a toujours tiré les standards vers le haut, tu vois, notamment dans ses politiques d'achat. Les standards, c'est quoi ? Typiquement, Biocoop a des standards d'achat qui sont les mêmes que les nôtres. Donc tu m'as dit local. Oui, il y a des. Quand tu vas regarder dans le détail, il y a plein de choses. Tu vois, c'est par exemple, il y a pas d'eau en bouteille. Tu vois, chez Biocoop, il y a pas quand c'est des produits qui viennent de loin, il y a une primauté au commerce équitable. Tu vois, c'est que du chocolat et du café équitable. Ce qu'on fait aussi nous. T'as une obligation sur le frais, t'as une obligation de production locale, c'est-à-dire chaque magasin a une obligation de au moins 30% de son étalage de frais doit venir de moins de 100 km du magasin. C'est pas une centrale d'achat comme chez Carrefour qui achète n'importe où en Europe et ensuite tous les magasins vont se faire livrer. Donc il y a vraiment cette volonté de respecter en fait la philosophie du bio des origines, qui est cette vision un peu globale de en fait, si on veut bien faire les choses, on peut pas, ça peut pas être du bio, ok, on enlève les pesticides, mais qui vient de l'autre bout de l'Europe, fait dans des conditions déplorables. Ça doit y avoir une logique un peu globale. Et c'est ce que nous, on essaie de pousser, et c'est la grande distribution qui n'a jamais eu ça dans ses gènes, en fait, qui aujourd'hui récupère la majeure partie du marché du bio, en fait, a appliqué les mêmes techniques qu'auparavant que celle du conventionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ok, le bio, c'est un label, ça veut dire pas de pesticides, maintenant, tout le reste, je fais au plus bas coût possible. Et du coup, on s'éloigne de cette logique-là. On perd en bio qualité. Des origines. Voilà. Okay. Et on perd en qualité. Il y a une notion de label aussi. Typiquement, nous, on va vachement pousser des labels qui sont... en fait, il y a eu une harmonisation de la labellisation bio dans les années 90, qui est liée à une harmonisation européenne. En fait, il y avait plein de pays qui avaient des législations différentes. La France, l'Allemagne était la plus exigeante. Il y avait la France juste derrière, qui sont un peu les pays historiques du bio en Europe. Et puis à côté, tu avais la Roumanie qui venait d'arriver. Et leur bio, forcément, il était un peu moins exigeant parce qu'il venait de commencer. Et l'Europe a dit, on va faire un truc au milieu. Normal, on harmonise, on fait une moyenne. Et donc, les pays les plus exigeants ont vu la législation, le label, en fait, les exigences du label européen AB baisser. Et la Roumanie a dû, tu vois, des pays qui étaient un peu plus nouveaux dans l'Union européenne, ont vu les exigences augmenter. Mais du coup, pour les producteurs français, allemands, qui s'étaient déjà engagés à mettre en place toutes des techniques pour respecter des labels un label qui était beaucoup plus exigeant, ils se sont dit, mais attends, c'est mort. Enfin, voilà, moi, je me tue à faire quelque chose dans les règles de l'art. Et en fait, c'est même pas reconnu par label. Du coup, ils ont créé de nouveaux labels. Et tu as eu des labels type Biocohérence, type Nature et Progrès, qui sont des labels qui respectent les exigences du label bio d'origine. Et ça, c'est exactement le genre de produit qu'on essaie de pousser aussi. Ce qui est tout le problème des labels. Le label, c'est on-off.
Tu vois, le Nutri-Score est arrivé il y a quelques années, et c'est vraiment aujourd'hui généralisé. Et là tu as des notes, donc tu peux... c'est intéressant aussi, et ça se différencie du on-off d'un label, et en plus, comme tu le dis, où on fait la moyenne au milieu, ce qui est un peu... Absolument. dommage, quoi. C'est assis. Comme, étant donné que c'est du on-off, un producteur qui va avoir tendance à faire le minimum pour avoir le label. Mais c'est pour ça que ceux qui font beaucoup plus ont envie de se démarquer, forcément. Ils ont envie que leurs produits soient un peu plus valorisés par le marché et par les consommateurs. Mais là où j'essaie de t'amener avec beaucoup de finesse, mais tu saisis pas ma perche, c'est que vous avez inventé un label. On a inventé un label. Un label d'ailleurs, un score. Un score. On a inventé un score, absolument. On a inventé un score parce que justement, on estimait que nous, notre objectif, c'est vraiment de pousser la consommation responsable, positive. Et l'idée, c'est vraiment que, le cœur de l'idée de la fourche, c'est de se dire que les consommateurs ont le moyen de créer une société qui est plus durable, plus éthique, en encourageant, en votant avec leur portefeuille, et en encourageant les producteurs les plus engagés, qui ont les pratiques de production les plus respectueuses de l'environnement et des travailleurs. Ça, c'est vraiment l'idée de base, c'est que le levier en fait de la consommation, il est hyper puissant. C'est évidemment pas le seul pour changer les choses. J'invite tous les auditeurs à aller voter, à s'engager pour des associations. C'est pas la question. Mais ce levier-là, en fait, il est vraiment sous-estimé par les consommateurs. Il fait très peur aux industriels et aux entreprises parce qu'en fait, quand les consommateurs se rendent compte qu'ils ont le pouvoir et qu'il leur suffit de boycotter une boîte, Coca-Cola est responsable, Coca-Cola, Pepsi sont responsables de la moitié des bouteilles plastiques qui sont produites dans le monde. Je peux vous assurer que si les consommateurs aujourd'hui disent « Ah, tant que vous n'avez pas réglé le problème des bouteilles plastiques, j'arrête d'acheter du Coca-Cola ». En 3 mois, Coca-Cola, ils ont réglé le problème dans le monde entier. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc c'est un levier qui est le boycott et le boycott, donc le fait d'encourager des pratiques, des producteurs, des marques qui sont plus respectueuses. C'est hyper puissant en fait, parce que le marché en fait, il est efficient quand on utilise ces outils. Et donc voilà, nous c'est un peu notre postulat de base, c'est-à-dire que cet outil-là de boycott, il est sous-estimé, il est sous-utilisé, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une communauté de gens un peu engagés qui consomment et qui achètent, qui votent avec leur portefeuille au quotidien pour des marques plus engagées, pour faire augmenter les standards, pour que ceux qui font des efforts, les producteurs qui font des efforts, ils soient récompensés avec plus de ventes, plus de volume. Et donc dans cette logique-là, évidemment qu'on essaie de sélectionner les producteurs les plus engagés, etc., sur la base de différents labels qui existent déjà, mais il y a des trous dans la raquette, notamment sur l'aspect impact environnemental. Et donc, on a commencé c'était en 2019. Il s'avère qu'on était dans un espace de coworking, et moi, c'était des gens que je suivais depuis assez longtemps, où travaillait Étiquetable, qui est une appli qui permet d'avoir le calcul d'impact carbone de ce qu'on mange. Et donc, on est devenus copains avec les mecs d'Étiquetable, et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Calculons l'impact carbone de tous les produits sur la fourche. Donc, on a fait ça dans notre coin. On a calculé l'impact carbone, donc ça nous a pris un peu de temps. Comment tu fais ça ? En fait, tu regardes la liste des ingrédients. Il y a une base de données qui s'appelle Agribalise, qui a été développée par le gouvernement, enfin l'ADEME en l'occurrence, Agribalise, B-A-L-Y-S-E. Okay. Ouais, exactement. Et en fait, cette base de données comprend, il y a à peu près 2500 lignes, donc t'as tous les produits à peu près, et tu peux faire des équivalences, parce que si t'as pas la pomme, tu peux prendre la poire, tu vois. Il y a les pommes en l'occurrence, tu vois, mais et donc tu regardes la liste des ingrédients, et en fait, sur chaque ingrédient, en fait, tu prends les proportions, donc t'infères les proportions, parce qu'on n'a pas toujours toutes les proportions sur les ingrédients. C'est organiser du produit dont il y a la plus grande quantité jusqu'à la moins grande quantité. Mais des fois, tu as quelques pourcentages. Donc, tu peux t'infères un petit peu les quantités en pourcentage. Et ensuite, tu fais une simple addition d'impact carbone. Et c'est une quantité de grammes de CO2 générée pour 100 grammes de produit. Donc, ça nous a pris un peu de temps. On a réussi à faire ça. Ça a super bien marché. On était les premiers à le faire en Europe. C'était génial. On a une couverture média. Ça veut dire quoi, ça a super bien marché ? Super accueil de nos adhérents, qui étaient hyper contents d'avoir cette information. Et couverture média. Enfin, voilà, ça fait un petit buzz média. Donc, et surtout, moi, c'est quelque chose sur lequel j'avais vraiment envie d'avancer. C'était un des sujets sur lesquels c'est dans les valeurs passionné. Enfin, c'est dans la raison d'être, la mission de la boîte. Exactement. Et aider les gens à mieux consommer, ça aussi leur donner les informations nécessaires
pour juger de quel produit est bon ou pas. Et en l'occurrence, cette information-là n'existait pas nulle part. Et un an après, on s'est dit, on a fait ce truc-là, c'est génial, mais il faut qu'on aille plus loin. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un impact environnemental global ? Pas seulement l'impact carbone, mais l'impact environnemental global, qui prend en compte en fait tous les impacts sur l'environnement. Et ça tombait bien, puisque l'ADEME a mis à jour sa base de données l'année suivante. Et donc c'était toujours les mêmes produits qui étaient calculés, mais au départ, il n'y avait qu'un indicateur qui était donc l'impact carbone. Et là, ils en ont rajouté 12 ou 13, je me souviens plus exactement, et tu avais des choses comme l'eutrophisation de l'air, de l'eau, des sols, l'acidification, la perte de biodiversité. Voilà, en gros, c'est la pollution de l'air, de l'eau, des sols, l'impact sur la biodiversité, qui est calculé pour chaque produit, via des analyses de cycle de vie. Donc c'est vraiment, pour prendre un exemple, c'est par exemple pour une carotte, ils vont prendre en compte la production du tracteur pour aller labourer les champs, la production du camion pour aller emmener la carotte jusqu'à l'emballage, là où l'usine d'emballage, donc l'essence que tu mets dans ton tracteur. Enfin, il y a vraiment tout qui est pris. Ils analysent pendant des années en fait des fermes, plusieurs fermes, etc. Après ils font des moyennes au niveau français, européens, etc. Donc c'est des scientifiques qui font ça, hein, c'est très sérieux. Et à la fin, ça donne, c'est des bases de données qui sont améliorées en permanence. Mais à la fin, on a vraiment un score par produit, et on fait la même logique de quelles sont les quantités de produits dans par exemple, la sauce tomate que je vais analyser. Ok, il y a un peu de carotte, il y a de la tomate, évidemment. Et comme il manquait, il y avait encore certains trous dans la raquette, on a rajouté une dimension. On a rajouté des bonus-malus en fait à ce score initial pour prendre en compte le trajet en fait de chacun des ingrédients, donc le lieu de production, et est-ce que ce trajet est fait en avion, en camion ou en train. Et ça, tu l'as à partir d'une étiquette ? Et tout ça, c'est à partir de l'étiquette. Okay. Ouais. Et quand on n'a pas l'information, en fait, c'est une manière aussi de pousser les producteurs à donner l'information. Quand on n'a pas l'information, plus de transparence. On met une valeur qui est monde, donc qui souvent dégrade le score. On a rajouté le packaging, donc le niveau de recyclabilité du packaging, enfin tous les types de packaging. On a rajouté une dimension de label, parce que dans l'agribalise, il n'y a pas de différenciation entre le bio et le conventionnel. Donc on prend en compte les labels dont on sait qu'ils ont un impact environnemental positif, comme le label bio par exemple, mais d'autres labels typiquement pêche durable, ce genre de choses. Et on a rajouté il y a une dimension aussi de législation environnementale du pays producteur du produit. C'est-à-dire que si tu produis ta carotte en fait dans un pays, je sais pas, comme la Chine, où la législation environnementale est juste dégueulasse, c'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi, mais en fait ça dégrade un petit peu ta note. Et à la fin, on a un score qui va de A à E, qui est sur la même logique que Nutri-Score, de vert de 0 à 100 ou de A à E, et qui te donne vraiment l'impact environnemental d'un produit. C'est pas un score qui va te permettre d'arbitrer entre deux sauces tomates, parce que les écarts, s'il y a un packaging différent un petit peu, mais par contre, entre différents types de produits, tu as des écarts énormes. Bon, typiquement, les produits qui contiennent de la viande, ils sont très très mal notés, parce qu'on le sait tous, la viande a un impact environnemental qui est très important. Mais entre deux boîtes de pois chiches, par exemple, ça va être compliqué de voir la différence, c'est très léger. À quel moment... Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que, 1, ça répond à ta mission, à tes valeurs. 2, tu as un impact sur la société et notre consommation. 3, tu as aussi un impact sur la fourche, puisque tu fais un buzz, on parle de toi, et donc tout ça est bénéfique. Et du coup, tu as plus d'adhérents, et du coup, tu remplis mieux ta mission. À quel moment avec Écotable, c'est ça ? Non, pas Écotable. C'était Étiquetable, on l'a fait. À quel moment tu passes d'un exercice fun que vous faites sur un week-end ou sur plusieurs semaines à on va faire un label, un score, et l'officialiser d'une certaine manière ou le répandre ? Ça s'est fait, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Au même moment, Yuka avait beaucoup de remontées de ses adhérents, enfin de ses utilisateurs, sur justement la nécessité de sortir d'une logique purement nutritionnelle et santé en fait pour aller sur l'environnement. Nous on était en contact avec Yuka, il y a d'autres boîtes qui étaient intéressées, et en fait on a créé un espèce de consortium, on a créé un groupe de boîtes et d'ONG engagées. Donc il y avait Yuka, il y avait Food Cherry, il y avait Open Food Fact, il y avait Étiquetable, Marmiton. Donc on était à peu près 7 boîtes ONG, et on s'est dit faisons-le ensemble, définissons une méthodologie. Au même moment, le gouvernement voulait avancer sur ce sujet, mais c'était très compliqué parce qu'il y avait un lobby très fort de l'agro-industrie, on va dire,
qui essaie de freiner au maximum, qui est la stratégie classique de ces lobbies, qui est de dire d'instiller le doute, de dire attention, la base d'Allega-Balize, elle est juste à 95%, du coup on peut pas la sortir, donc sortez-la du marché absolument, parce que c'est 5%, cette marge d'erreur, elle est inacceptable. Donc en fait 95% c'est mieux que zéro. Ouais, c'est ça. Donc on va essayer d'avancer avec ça, et en fait on n'a pas le temps, puisque l'urgence climatique est là. Et en fait on se retrouvait dans des réunions au ministère de la Transition écologique où on était face à des politiques qui étaient en faveur de faire avancer les choses et qui me disaient mais en fait les lobbies poussent le ministère de l'Agriculture pour mettre fin à cette initiative, donc il faut que vous nous aidiez, en fait, il faut que la société civile nous aide. Et nous on s'est dit mais c'est parfait, en fait on va faire le truc dans notre coin. En fait Yuka a 20 millions d'utilisateurs. Nous, on a des milliers d'adhérents. À nous tous, en fait, on a une force de frappe médiatique en fait suffisante pour faire avancer les choses. Et donc, faisons le truc dans notre coin. De toute façon, les négociations au gouvernement sont bloquées parce que voilà, les lobbies bloquent le truc. Et après, ils seront bien obligés quand les consommateurs en fait auront eu accès à cette information, il y aura plus de marche arrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les distributeurs qui étaient foncièrement aussi tous les distributeurs et voilà les producteurs, on va dire, de produits moins vertueux, étaient foncièrement opposés à cette initiative. À partir du moment où c'est sorti sur Yuka, où c'est sorti sur la fourche, ils ont tous fait de toute façon maintenant on n'a plus le choix, donc il faut qu'on avance. Et donc ils nous ont tous contactés pour dire mais quand vous avez fait, il s'avère que notre méthodologie, parce que nous on n'a pas fait ça pour nous, elle est open source, elle est accessible à tous, donc tout le monde peut aller voir comment c'est calculé. N'importe quel producteur de quoi que ce soit peut calculer son propre éco-score, n'importe quel distributeur peut le faire, le demander à ses fournisseurs. Donc l'idée vraiment c'est d'emmener le marché vers des pratiques plus vertueuses et de donner les informations pertinentes aux consommateurs pour qu'ils puissent faire les choix les plus écologiques. Alors vous tapez EcoScore sur votre moteur de recherche préféré, vous tomberez sur le site. Je vois que Carrefour, Lidl, Intermarché ont rejoint le mouvement. Exactement. Et du coup, je faisais un test pendant que tu parlais, parce que ça ne m'intéresse. Je faisais un test et effectivement, sur le site de Carrefour, il y a sur une fiche produit l'EcoScore des produits. Cet EcoScore a été calculé par Open Food Facts, c'est consultable sur Open Food Facts. Donc c'est Open Food Facts qui s'est emparé. Open Food Facts fait partie du collectif de base et du coup on rend disponible les informations. Hyper intéressant. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, ouvrez Yuka. Je suis certain que vous avez tous installé Yuka. Et effectivement, il y a un deuxième onglet, je l'avais jamais remarqué, mais sur la fiche produit, il y a environnement, en fait. Vous cliquez sur environnement. Le premier, c'est, je l'ai en anglais, health, santé, j'imagine. Le deuxième, c'est environnement. Et il y a l'impact sur... la note production des ingrédients, l'origine, le packaging... Et du coup, le transport. Alors, je ne sais plus sur quel produit j'avais vu ça, mais j'avais vu que mon produit était venu à 96% en train et 4% en avion. Enfin, les ingrédients du produit que je regardais, c'est ça. C'est ça. Bon, hyper intéressant. Putain, le temps file. Il va être long, cet épisode. Non, pardon, il va être très intéressant. Ça avance. T'as dit un truc tout à l'heure, pardon, je le reprends juste pour nos auditrices et auditeurs qui n'auraient peut-être pas compris. C'est la première fois que j'entendais. T'as dit, tu parlais du pouvoir du peuple. De notre pouvoir à tous, c'était à la minute 15 de l'épisode, donc 16 avec l'intro, j'imagine. Tu parlais de boycott et de buy-cott. Je l'avais jamais entendu, mais c'est donc buy comme acheter, boycott. Exactement. Donc on a le pouvoir de dire non ou de dire oui à d'autres marques si leur EcoScore ou Nutri-Score sont mauvais. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Donc le marché du bio, on est parti de là, a beaucoup changé en quelques années. Et du coup, l'EcoScore participe à revenir, ou en tout cas à donner la valeur au bio des origines, et donc plutôt tirer vers le haut que faire la moyenne, pas forcément tirer vers le bas, mais faire la moyenne, quoi. Ouais, et puis il y a aussi, si tu peux me permettre, il y a aussi une dimension il y a une dimension pédagogique qui est hyper importante, et il y a une dimension de transparence. Aujourd'hui, les gens ont vraiment l'impression d'être floutés, en fait, d'être floués et d'être dans le flou. On sait plus à quel sens se vouer. On a de la en grande distrie, tu vas trouver, on a tous entendu parler de ces scandales, mais voilà, de la viande de cheval dans des lasagnes, tu vas avoir de la confiture de fraises sans fraises, tu vois, du miel sans miel, t'as des trucs tellement absurdes. Confiture de fraises sans fraises ? Ouais. J'ai jamais vu ça. Ok. Ils ont trouvé de la confiture où ils mettent juste les petits pépins qu'il y a sur les fraises. C'est ouf. Et c'est tout. Juste les pépins. Qui doit en plus venir de restes. Tu vois, c'est à mon avis un recyclage Exactement. Exactement. Et c'est du sucre et des arômes.
Donc il y a des trucs tellement absurdes en fait que forcément les gens ont perdu confiance. Les gens se disent mais voilà, on peut plus faire confiance à personne, on peut rien faire, dans tous les cas c'est pourri, etc. Et en fait nous l'idée c'est de se dire en fait quand le consommateur on lui donne les bonnes infos, quand on lui explique les choses, parce qu'on a tout caché au consommateur aujourd'hui, il sait rien des chaînes de production, il sait rien. Si on expliquait les choses aux gens dans l'industrie agroalimentaire, je peux vous assurer que les gens achèteraient plus les mêmes produits. Et en fait nous on est vraiment dans une logique de quand on explique les choses aux gens, quand on leur dit concrètement comment est fait tel produit, quel est son impact environnemental, quel est son impact social, et ben en fait les gens font les bons choix. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a une dimension de prix, mais en fait les modes de consommation commencent à évoluer à partir du moment où voilà on explique les choses aux gens. Et nous, tout notre postulat, et c'est comme ça qu'on a créé notre marque propre, c'est de se dire on va redonner le pouvoir aux gens. Et en fait les gens ils sont intelligents, quoi. Ils savent ce qui est bon pour eux, ils savent ce qui est bon pour la planète. Et ils le font naturellement. Merci Lucas. J'aime bien le leap of faith. Je sais pas comment tu dis, l'acte de foi. Effectivement, dans certains achats aujourd'hui, on vit tellement dans le flou qu'on se dit, bon, a priori, c'est bon, ou c'est bien, ou c'est, tu vois, et je vois exactement ce que tu veux dire. Parlons business un peu, ça fait une demi-heure qu'on parle de valeur. Inadmissible. Vous choisissez dès le début de partir sur un modèle d'abonnement pour laisser plus de marge, enfin pour réduire, j'imagine, le prix des produits pour la fidélité, puisque comme tu le disais, un client abonné a priori reviendra plus facilement et en tout cas sans effort financier ou marketing. 70 000 abonnés aujourd'hui, comment est-ce que tu as conquis les 1000 premiers ? Tu te souviens de tes leviers ? Les 1000 premiers, écoute, au tout début on s'était dit chaque jour, chaque fondateur doit ramener 5 personnes. Donc c'était vraiment, on allait voir nos potes, on les appelait, on les testait. Évidemment que c'est pas scalable. C'est moi qui m'occupais, moi je me suis occupé du marketing dès le début. Moi je suis vraiment responsable, en l'occurrence, croissance de la boîte, quoi. Je suis monsieur croissance. On a commencé sur du Facebook, pas mal de Facebook Ads, pas mal de RP au début. C'était vraiment nos deux piliers. Quand je dis Facebook, c'est Facebook, Insta, quoi. C'est l'écosystème Meta. Et c'était vraiment ça au départ. Après, on a fait un peu de Google Ads sur des mots-clés génériques, type magasin bio, et puis après sur des produits. Mais le début, ça a vraiment été ça, quoi. C'était vraiment réseaux sociaux et Google, quoi. Sur quelle promesse ? Sur une promesse. Alors, on a commencé en fait sur une promesse vraiment de concept. Ça veut dire qu'un magasin bio engagé qui vous permet de dépenser, enfin de faire des économies. Donc c'est vraiment sur une promesse de prix et d'engagement, enfin de qualité et d'engagement, quoi. La qualité à moindre prix, quoi. Et comment tu passes la friction de l'abonnement ? Il faut être abonné, il a toujours fallu être abonné pour acheter, on est d'accord ? Alors il faut être abonné pour acheter, mais tu as un mois d'essai gratuit. Okay. Donc déjà ça c'est une période de transition où en gros tu rentres ta carte de crédit et t'es débité au bout d'un mois et tu peux annuler à n'importe quel moment pendant cette période d'un mois. Tu peux faire autant de commandes que tu veux, donc il n'y a pas d'engagement pendant un mois. Pourquoi un mois ? Est-ce que non, en fait là où je vais, c'est données marché. On fait 3 fois les courses par mois, 2 fois les courses par mois, ou votre acheteur moyen, ou en tout cas acheteur cible. C'est à peu près une commande par mois. Okay. C'est à peu près une commande par mois. Donc tu partais du principe qu'une commande était suffisant pour prouver le. Ouais, parce qu'en fait une commande, en fait tu vas tourner un panier moyen qui à l'époque c'était un petit peu moins, mais on va dire tu dépenses 80 balles. En fait tu vas te rendre compte que tu as économisé 20-25 euros. T'es content des produits, t'es content de la livraison, t'es content du service. Bon bah tu te dis en fait j'ai déjà économisé 25 euros, j'ai payé 60 euros d'adhésion. En fait moi à ma deuxième commande c'est bon, quoi. J'ai remboursé mon adhésion et après j'ai toute l'année pour économiser, quoi. Et du coup lors de ta commande t'as un compteur d'économie. Ouais, t'as un compteur d'économie en effet. Ok. Tu disais qu'au début vous comptiez chaque utilisateur doit vous rapporter 5 personnes, c'est du parrainage entre autres. Enfin, non, ça c'était nous qui devions aller chercher les utilisateurs au tout début. On s'était dit, on grossit pas assez vite, il faut qu'on aille convaincre les gens de notre cercle social. Mais ça c'était vraiment au tout début, quoi. C'est quand on a lancé, tu vois. Après on va dire les réseaux sociaux, enfin l'acquisition online a pris le relais. Mais on a toujours eu, enfin le système de parrainage, on a mis peut-être un an et demi à le développer. Sur quel modèle ? Au début, on a fait le site nous-mêmes, avec 0 compétence de dev. Donc voilà, c'était un Shopify avec un thème, on a plugué. Et ce qui était le plus compliqué, c'était le système d'adhésion.
qui n'étaient pas en natif sur Shopify. Donc on a en 2018, je suis sûr qu'il n'y avait pas encore de. Il y avait déjà des plugins. Il y avait des plugins, mais qui correspondaient pas, enfin qui étaient vraiment assez catastrophiques. Donc l'expérience utilisateur était vraiment déplorable. Mais bon, écoute, ça a marché et c'est là où on s'est dit, en fait, aucun de vous trois n'est dev ou ingé. Non. Donc et vous n'avez pas fait appel à ce moment-là, en tout cas pour la V1. Non. Ok. On a tout fait nous-mêmes. On a fait du HTML, du CSS, on a fait des cours, tu vois, en ligne pour arriver à customiser ce qu'on voulait. Non, on a vraiment tout fait nous-mêmes. Et pareil pour la logistique, tu vois, dès le départ, on a tout fait nous-mêmes, quoi. Donc non, l'idée c'était d'aller très vite et de prouver, en fait, à partir du moment en fait, où tu as une expérience qui est déplorable, tu as 400 produits, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Et en fait, tu as des gens qui commencent à venir sur le site et qui disent c'est génial, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Là, tu te dis ok, en fait, je l'ai mon produit market fit. On tient quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc tes 1000 premiers utilisateurs, tu les as eus avec d'abord la force du poignet, votre force à vous, chacun les chercher dans vos réseaux, puis du Facebook et du Google. Tu peux me parler du mix marketing des 1000 derniers utilisateurs ou des 5000 derniers, puisque vous avez fait presque 5000 nouveaux membres en septembre, hein, c'est ce que tu m'as dit ou c'est ce que j'ai compris? En septembre, on est quasiment à 8000. 8000 sur un mois. Ouais. Soit presque plus de 10%, presque 15% de tes utilisateurs sur le dernier mois. Ouais, alors après, en l'occurrence, là, c'est les utilisateurs qui commencent une période d'essai. On en perd quelques-uns au passage. Donc je pense qu'à la fin, voilà, on va en récupérer 5-6 000, quoi. 5-6 000 sur 8 000. 5 huitièmes, ça fait 60%, 70%. Ouais. Alors, comment tu les as eu, les 8 000 quel mix? Aujourd'hui, notre mix média, on va dire les canaux historiques, hein, qui étaient ceux du début, donc Meta, Google, sont toujours prépondérants. On a rajouté du Google Shopping. On a rajouté tout ce qui est partenariat, affiliation. Et surtout, on a rajouté l'influence, qui marche très bien. Et aujourd'hui, nos premiers leviers, hein, ça reste quand même le bouche-oreille. C'est ce qui est aussi la preuve que le modèle marche bien et que les gens sont contents. C'est-à-dire qu'on fait entre 20 et 30% de nos adhésions via le système de parrainage. Et ça, c'est génial parce que c'est gratuit, dans le sens où on offre des bons, mais on paye pas, ça part pas en Irlande, chez Facebook ou chez Google. Donc c'est ce qu'on essaie de développer au maximum. Et après, voilà, il y a des petites choses comme des native ads, tu vois, des partenariats, on fait de l'asilage avec d'autres sites de e-commerce, mais ça reste marginal. Aujourd'hui, c'est quand même influence, réseaux sociaux, Google et bouche à oreille, parrainage. Tu gardes, allez, 66%, je n'ai pas calculé, mais ça doit être à peu près ça, 66%, un peu plus, allez, 70% de tes adhérents gratuits qui viennent tester. Ce chiffre, comment il évolue dans le temps? Il est assez stable. On l'a fait baisser parce que après c'est comment En fait, on s'est rendu compte que nous, ce qui enclenchait la fidélité, c'était la commande. Malheureusement, aujourd'hui, tu as encore 20% des adhérents qui prennent leur adhésion et qui ne commandent pas. Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a plein de raisons. Enfin, on a étudié le truc, il y a plein de raisons. Et en fait, tout notre but à nous, pendant cette période d'onboarding, c'est de faire commander les gens, faire tester les gens. Et à partir du moment en fait, où tu passes 2 commandes, après c'est bon. Il y a un truc d'habitude aussi. Après t'es lock, quoi. Alors c'est vraiment la 3e commande, c'est vraiment, si tu passes la 3e commande, il y a 95% des gens qui restent. Ok. Mais la 3e commande, d'après ce que tu m'as dit, tu la passes pas dans le premier mois. Tu la passes pas dans le premier mois. Mais après c'est-à-dire que les gens, on les garde 1 an, 2 ans, tu vois. Et donc il y a vraiment ce comment t'onboard, comment tu fais en sorte que les gens essayent le service, se rendre compte de tous les avantages, de tout le catalogue. Il y a aussi un truc on a 4000 produits, mais tu as évidemment de la nourriture, mais tu as aussi tout ce de l'hygiène, tu vois, du DPH, tout ce dont tu as besoin pour faire la lessive, pour faire le ménage, et la marque propre, tu as du vrac, tu as des gros formats. Donc tu comprennes qu'en fait, tu peux économiser, sur le prix des produits, mais ensuite que tu as du vrac, donc c'est moins cher aussi. Tu as des gros formats, c'est encore moins cher. Donc tu as plein de manières de faire tes courses de manière un peu maligne et en économisant. Ça prend un peu de temps. Donc voilà, il y a toute cette logique de comment tu t'amènes les gens à découvrir le catalogue et à faire des commandes, quoi. DPH, pardon, chers auditrices, chers auditeurs, c'est droguerie, parfumerie, hygiène. Oui, autant pour moi. Un acronyme barbare de la grande distrib.
potentiellement, si tu passes de 70 à 80% de transfo sur ton mois gratuit vers un abonné payant, tu as économisé 10% sur ton CAC. Enfin, tu vois, le CAC, il est 30% plus cher quand tu passes de 100 à 70, forcément. Comment tu traites ces 30% qui ne commandent pour une partie d'entre eux pas, ou qui commandent et ne sont pas, transforment pas derrière? T'as des flows, on teste plein de choses. C'est en test. Évidemment que t'as l'emailing, on teste du SMS, on teste du voicemail. C'est-à-dire que moi, j'envoie des voicemails personnalisés, qu'on envoie en masse, mais que moi, je fais. En fait, ils ont fait une première commande. On a le numéro de téléphone. Ok. Donc, on teste ce genre de choses. Tu utilises quel outil pour faire ça? Je me souviens plus. Faudrait que je demande à mes équipes. Mais donc, tu fais un voicemail personnalisé. Un voicemail sympa. Ouais, mais pas personnalisé au nom de la personne. Non. Okay. Où on donne tu prends du temps, quoi. Un code promo, tu vois, pour que la personne refasse une Martine. Merci pour votre. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé pour dire des conneries en plus. Ce serait très drôle. Voicemail personnalisé. Voilà, on a testé des cartes. Tu le fais dans les 30 premiers jours ou après? On a tout testé. Ok. On fait des cartes. On a testé des cartes un peu personnalisées, pas personnalisées, mais manuscrites. Des cartes imprimées à différents moments. En fait, à quel moment tu envoies cette carte? Quel est le message? Est-ce que tu mets un code promo? Enfin, voilà, c'est des variables qu'on teste. Et là, on est toujours dans une phase de test. Donc, on a toujours un test qui tourne sur ces logiques-là. Si je peux me permettre, tu m'as dit il y a quelques instants que ce chiffre a toujours été à peu près stable. Ça veut dire que les tests... On l'a fait baisser. On l'a fait baisser quand même, d'accord. On l'a fait baisser. Il était plus haut avant. Mais bon, l'expérience s'est aussi énormément améliorée. Le catalogue s'est élargi. Donc il y a plein de choses qui font que ce chiffre baisse aussi, quoi. Putain, le voicemail personnalisé, j'avais jamais entendu. Évidemment que ça existe, mais c'est très très cool. Est-ce que c'est cool? Est-ce que les gens écoutent encore des voicemails? T'as pas de... tu peux pas traquer ça. Hein. En vrai, t'écoutes quand même ton... Enfin, tu vois, les gens aujourd'hui lisent peut-être pas tous leurs messages, ils lisent pas évidemment tous leurs mails, ça c'est sûr. Mais en général, quand tu reçois en l'occurrence, moi je n'écoute pas mes voicemails, mais il y a plein de gens qui le font, et il me suffit qu'il y ait une certaine proportion des gens qui le fassent et qu'ensuite qui reviennent sur le site, que j'ai réussi à les convaincre avec ça pour que ça marche. T'as comparé ça au SMS? Et le SMS, on a fait aussi le SMS, et pour le coup le SMS ça marchait moins bien. Moins bien que le voicemail. Ouais. Hyper intéressant. Il dit quoi le message? Tu peux nous le faire là? Tu l'as enregistré, tu le connais par cœur? Ouais, c'était bonjour, je suis Lucas, le cofondateur de La Fourche, merci énormément d'avoir essayé. Je vois que vous n'avez pas commandé depuis un certain temps. Écoutez, on aimerait vraiment vous garder dans la famille La Fourche. Et donc, pour votre prochaine commande, je vous donne un petit code promo de 5 € à mettre dans votre panier. À bientôt. Et si jamais on doit se revoir, si jamais on doit dire au revoir, j'espère que vous avez apprécié votre passage à La Fourche. Tu te souviens le taux de transfo? Sur 1000 messages envoyés, combien de codes utilisés? Je pourrais pas le dire. Hyper intéressant. Est-ce que le panier moyen, il augmente avec le temps? Le panier moyen augmente avec le temps, absolument. Okay. Ouais, c'est que ta première commande, en général, tu as un panier moyen que de 20 € moins élevé par rapport à... Et ensuite, il augmente régulièrement. Ça dépend aussi du profil de l'adhérent. Quand on a des familles... Aujourd'hui, on a des familles qui dépensent 3 000 € par an à La Fourche. 3 000 €, 250 € par mois, ça fait 2 commandes, quoi. 3 commandes. C'est quoi le panier moyen? Pardon, je te l'ai pas demandé, je crois. Aujourd'hui, on a à peu près... Ouais, aujourd'hui, on a à peu près 90 €. 90, donc c'est ça, c'est 2-3 commandes par mois pour une famille. D'ailleurs, il y a un sur la page d'accueil, on peut faire une simulation, un calcul d'économie en fonction de la taille de son foyer et du nombre de commandes. Et churn, du coup, tu le connais? Donc 8000 inscrits sur ce mois-ci en question, vous allez en garder à peu près 70%. Ouais. Qui vont rester combien de temps? Alors on n'a pas beaucoup d'années d'existence, donc je peux pas te donner le nombre d'années moyen. Ce que je peux te dire, c'est que on garde, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. C'est qu'après une première année, on va garder beaucoup plus de la moitié des gens, et ensuite sur la deuxième et la troisième année, on garde quasiment tout le monde. Ok. Hyper intéressant. Je reste sur le marketing utilisateur, mais tu m'as dit que vous faisiez des publicités au début sur Meta, Google, sur la promesse. Je regarde la liste de vos marques, elles sont pas toutes très connues. Il y a un effet
Non, j'allais poser ma question avec la réponse déjà dedans. Du coup, tu fais aussi de l'évangélisation sur ces marques qui méritent d'être connues puisqu'elles ont été curées, enfin choisies par vous? Oui. Alors, au départ, en effet, on ne parlait que du concept en tant que tel. Donc, c'était plutôt avoir accès à une sélection de produits à moindre coût, engagés, etc. Aujourd'hui, on fait aussi de l'acquisition sur des produits spécifiques. Par exemple, Google Shopping, en fait, tu cherches huile d'olive, tu cherches nocciolata, et tu vas tomber sur une publicité La Fourche qui est un encart produit. Parce que tu connais nocciolata et qui a une belle renommée. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pas faire de la pub sur des marques qui ont une notoriété nulle, parce que en fait, il n'y a pas de recherche. Personne ne recherche ça. Mais sur des marques un peu emblématiques, type Nocciolata, tu vois, oui, ça nous arrive de le faire, et en fait, on s'adapte en fait au trafic, quoi. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, si je comprends bien, c'est que tu as vendu de la confiance. Les gens font confiance à La Fourche sur la sélection de produits, même s'ils connaissent pas forcément les marques. Exactement. Si elles sont sélectionnées par La Fourche, c'est ça? Comme en fait, on est hyper transparent. Si tu vas sur une fiche produit sur le site, tu vas voir l'histoire du producteur, tu vas voir l'origine, tu vas voir comment sont faits ces produits. Tu as des articles sur c'est quoi le label bio, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi un label supplémentaire, un label plus exigeant. Tu as des articles sur le commerce équitable. Comme on est vraiment, tu as l'éco-score, tu as le Nutri-score. Comme on est vraiment hyper transparent sur tous ces aspects-là, que en fait, quand tu reçois tes produits, tu te rends compte que c'est hyper bon, tu vois, vraiment d'un point de vue gustatif, et que tu vois tous les efforts qu'on fait, nous, de transparence, etc., tu te dis, au bout d'un moment, oui, je fais confiance. Et c'est tout le but, en fait. Le but, c'est de faire en sorte que les gens perdent leur charge mentale de mieux faire. Tu vois, le mieux faire, du mieux consommer. Et tu as la charge mentale de j'ai envie de consommer sans détruire la planète. Ok, très bien. We've got your back. C'est-à-dire qu'on a fait la sélection pour vous. J'ai envie de mieux faire. J'ai envie de pas me faire avoir en termes de prix. Tu vois, oui, on a un modèle en fait où les prix sont réduits. Donc t'es sûr que t'as le meilleur prix en fait que tu pourras trouver. Tu pourras jamais trouver ces produits-là à ce prix-là sur le marché. Donc d'un point de vue économique, tu n'as plus de charge mentale non plus. C'est comment avoir le bon plan à chaque fois. Tu vois, le bon plan, c'est on fait jamais de promotion à La Fourche. Il y a jamais de temps de promotion. Pourquoi ? Parce que c'est tout le temps en promo en fait. Oui, pardon, d'accord. Ouais. Tu vois, il n'y a jamais de moment, tu vois, je sais pas, Black Friday, je fais moins 20% sur mon store. Non, c'est tout le temps, à prix réduit. Donc t'es sûr d'avoir toujours une bonne affaire. Et t'as la charge mentale de comment je m'organise pour les courses. C'est galère, je vais faire la queue au supermarché, je vais faire la queue au magasin, etc. Mais en fait, là, tu te fais livrer partout en France, c'est pratique. Voilà, il y a c'est la réduction de la charge mentale, La Fourche. Hyper intéressant. Comment tu calcules cette réduction Comment tu calcules cette réduction ? Enfin, cette réduction, pardon, cette économie, pardon. L'économie, elle est basée sur donc un panel consommateur. C'est les tickets de caisse d'un panel consommateur. C'est Biotopia qui nous donne les infos de ces mêmes produits en France. Donc, c'est la moyenne des prix réels constatés par des consommateurs en France. Et donc, quand tu as moins 20%, moins 25%, c'est vraiment l'économie par rapport au prix moyen français. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je suis sur une fiche produit de la moutarde de Dijon bio qui est en stock. Donc, précipitez-vous parce que le stock manque. D'ailleurs, c'est intéressant, mais on a plein de sujets à aborder. Mais je reste juste sur les prix. Donc, ça, c'est votre MDD, votre propre marque, La Fourche, le produit sur lequel je suis. Comment tu peux calculer parce qu'elle est vendue que chez vous ? Ça, on le fait, oui. Alors, en effet, c'est une excellente question. D'ailleurs, c'est une question que les adhérents nous posent souvent. On le calcule par rapport à un produit qui est équivalent en termes d'engagement. C'est-à-dire que si c'est, par exemple, tu as du chocolat commerce équitable, bio, on va regarder par rapport à un entrée de gamme. Enfin, tu vois, le moins cher. En fait, on regarde par rapport au moins cher sur le marché avec le même niveau d'engagement. Et on essaye d'être toujours au moins 20% moins cher. Ok, c'est ce que je vois sur le chocolat noir 70% bio et équitable de La Fourche. Exactement. Avec un joli packaging. D'ailleurs, premier packaging en Europe, éco-ancré. Donc avec une diminution de 90% de l'encre pour que ce soit un peu plus écolo. Ok. Là, on va loin dans la logique. Très loin, c'est cool. On fait une petite parenthèse, pardon, mais comment est-ce que vous êtes impacté par la guerre en Ukraine ? Matières premières et produits, pardon, excuse-moi. Alors là, c'est la première année et on en parlait justement avec des professionnels justement du retail qui sont dans le milieu depuis 20 ans.
C'est la première année où, en fait, normalement, les négociations, c'est en début d'année. Négociation de prix et de volume avec tes fournisseurs. Donc, tu vas en début d'année, tu t'assois avec tous tes fournisseurs et tu dis, bon, voilà, cette année, je vais vous acheter tant de palettes de produits et on se met d'accord sur un prix. C'est la première année qu'il y a non pas 2, mais 3 rounds de négociation. C'est jamais arrivé dans l'histoire de mémoire de retailer. En fait, en France, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un prix et un volume en janvier. En février, le producteur revient en disant en fait je vais pas pouvoir honorer ma commande, donc il faut qu'on renégocie parce qu'en fait les prix ont tellement augmenté. En mars, il revient en disant je vais pas pouvoir honorer ma commande, ça a encore augmenté. Donc c'est un casse-tête pas possible pour les distributeurs. C'est évidemment pas la faute du producteur parce que lui en fait il subit la loi des approvisionnements du marché, etc. Et c'est pas que la guerre en Ukraine. Je veux aussi qu'on fasse cette petite parenthèse parce que évidemment qu'il y a un souci d'approvisionnement à cause de l'Ukraine. Il y a un souci sur l'augmentation du prix des matières, enfin de l'énergie qui joue en fait sur le coût des transports. Mais tu as aussi en fait, là on arrive, ça fait 2-3 ans qu'il y a des sécheresses à répétition partout dans le monde. Et en fait, par exemple, l'augmentation du prix du blé, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est la sécheresse qu'il y a eu l'année dernière au Canada, qui représente 30% des exportations mondiales de blé. Et donc il y a plein en fait de phénomènes. Il y a le corona en fait, la guerre en Ukraine et la sécheresse. Et le corona parce que ça a fait augmenter le coût des transports, notamment des produits qui viennent de loin. Et donc en fait ton container il coûte 7 fois plus cher aujourd'hui qu'avant. Donc sur les produits importés ça a eu un impact. Mais voilà, c'est pas que la guerre en Ukraine. Il y a vraiment aussi, et ce qui est intéressant, c'est que la guerre en Ukraine, c'est dramatique, mais c'est un problème qui est conjoncturel. C'est-à-dire qu'à un moment, cette guerre, on espère tous qu'elle se termine le plus rapidement possible. Oui, et puis les approvisionnements de blé ont déjà repris, je veux pas dire de bêtises. C'est ça. Il y a quelques semaines. Mais par contre, la sécheresse, ça, c'est un problème qui est structurel. C'est-à-dire qu'il y aura des sécheresses de plus en plus régulières, de plus en plus fortes, et donc en fait, la pression sur les prix agricoles liée au réchauffement climatique et au dérèglement climatique, elle ne va faire qu'augmenter. Donc en fait, quand on entend dire oui, l'inflation, elle va disparaître, pas sur les matières premières en fait agricoles, parce qu'on n'aura pas les moyens de lutter contre une sécheresse récurrente. Sauf si on s'adapte, sauf si on fait de l'agriculture bio, sauf si on réaugmente la capacité de résilience de nos campagnes avec plus de biodiversité, plus de respect de l'environnement. Mais voilà, c'est pas la voie sur laquelle on se dirige. Comme cet agriculteur dans le sud qui a fait la une de la presse qui cultive des tomates sans eau, je ne veux pas dire de bêtises. Je l'ai vu, ouais. Je referme la parenthèse, mais c'est bien parce qu'on parlait du catalogue produit et c'est ce que je voulais aborder. 4000 refs aujourd'hui, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins ? Vous êtes parti de 400 au lancement, hein ? On est parti de 400, on a augmenté très rapidement parce que voilà, évidemment 400 ça suffit pas. Aujourd'hui 4000 parce qu'il y a aussi cette charge mentale de faire le choix. C'est quand tu es confronté à un étalage l'enfer. Sur un produit que tu connais pas ou sur une... C'est ça en fait, tu arrives dans un magasin bio ou un magasin classique et en fait tu veux juste une huile d'olive et tu as 30 huiles d'olive différentes. Bon, compliqué, t'as pas que ça à faire en fait de faire des choix tout le temps et donc l'idée nous c'est de se dire en fait on va avoir une huile d'olive entrée de gamme, une huile d'olive moyen haut de gamme, et en fait on a sélectionné le meilleur producteur, le plus engagé sur voilà, faites-nous confiance, vous allez voir, et comme ça on réduit en fait cette charge mentale du choix pour le consommateur, et nous on se voit plutôt en fait comme un sélectionneur qu'un distributeur. Et c'est vraiment voilà, c'est la logique de se dire on a fait le choix pour vous, vous pouvez nous faire confiance, essayez, vous allez voir. Et donc 4000 produits, ça nous paraît être un peu l'équilibre pour que tu aies à peu près tous les produits du quotidien que tu recherches, hein, que ce soit voilà, de l'hygiène, de tout ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, tu as tout, en fait, t'as tout ce que tu as dans un magasin bio, sauf le rayon frais, fromagerie, viande, etc. Et là, on a lancé les fruits et les légumes en Ile-de-France et bientôt dans toutes les grandes villes de France. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de... Sur le même modèle de logistique et d'entrepôt ? Alors non, on va... Parce que c'est le frais versus l'épicerie, c'est quand même le jour et la nuit. Ouais, on va ouvrir des entrepôts en région pour avoir un approvisionnement local à chaque fois, parce que voilà, c'est notre engagement aussi. Là, on a ouvert que en Ile-de-France. La différence, c'est que l'anti-gaspi. Donc c'est des fruits et légumes qui allaient être jetés, parce que ils sont moches, parce que ils sont en surproduction,
parce que ils sont pas calibrés. Donc en gros là typiquement si tu vas sur le site, tu vas avoir des pastèques trop petites ou des melons trop gros. Alors les melons c'est fini là, mais là tu as toujours des pastèques trop petites qui ont la taille d'un melon en fait et qui sont refusées par les magasins parce que voilà ça rentre pas dans le calibre, etc. Je fais de la pub un peu de la pub. Non, je parle de la concurrence. Sur ce sujet-là, je vous invite à écouter un super épisode que j'ai enregistré avec Sven Ripoche de Hors Normes, où pareil, c'est de l'anti-gaspi. Et moi, je pense que plus il y a d'acteurs, mieux c'est en vrai sur des problématiques environnementales comme celle-ci. Donc vous lancez en Ile-de-France pour tester ou c'est sûr que vous allez... Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est sûr. Ok. Vous avez lancé aussi votre propre marque. J'ai dit MDD tout à l'heure, mais tu ne le vois pas comme un distributeur, mais comme un sélectionneur. Donc votre MDS, marque de sélectionneur. Aujourd'hui, il y a 130 produits, donc ça fait quoi? Ça fait 3% de la sélection. Alors pourquoi et comment est-ce que vous choisissez les produits que vous lancez en propre? Alors, pourquoi on a voulu faire ça? Parce que en fait, ça nous permet d'être, pour le coup, d'aller encore plus loin dans la pédagogie, dans la transparence, parce qu'on est maître du processus de sélection. Mine de rien, ça permet de faire des économies supplémentaires pour les adhérents parce que c'est des produits, comme il n'y a pas une marque classique, en fait, va avoir un département marketing, va avoir une force commerciale pour aller placer ses produits en distribution. En l'occurrence, là, la seule, tous ces coûts-là disparaissent, donc c'est moins cher. Et comment on sélectionne les produits? C'est tout simple, hein, on regarde, tu vois, c'est les top ventes, les top volumes, et on descend, en fait, tu vois, la liste des top produits sur le site, quoi. Et du coup, tu te mets en concurrence avec des producteurs que tu distribuais déjà? Oui, mais en fait, comme on est un sélectionneur, on les met pas en concurrence entre eux. Donc il y a aussi, ils comprennent bien l'intérêt, on a une communauté qui est hyper engagée, ils comprennent bien l'intérêt d'être placé à la fourche, parce que c'est pas comme un distributeur classique où en fait vous n'êtes pas vraiment choisi, vous êtes mis en concurrence avec plein d'autres marques. Nous, on leur dit, attendez, vous venez sur le site, par contre vous êtes mis en avant, vous avez une super page produit, etc. Donc oui, on va lancer notre marque propre et de temps en temps, elle va cohabiter avec certains de vos produits. Mais voilà, on vous met quand même en avant et ça pose pas, en vrai, on n'a pas eu de problème par rapport à ça, quoi. Ok. Comment est-ce que vous construisez les produits une fois que tu as choisi de lancer une huile d'olive, par exemple? Et alors, les produits sont co-construits avec nos adhérents. C'est une démarche aussi, c'est un peu ce que fait C'est qui le patron. Sauf que nous, on a rajouté une dimension environnementale à la logique. Mais concrètement, à chaque fois qu'on veut, prenons l'exemple de l'huile d'olive, c'était le premier produit qu'on a lancé, on va interroger une vingtaine de producteurs qui correspondent un peu à peu près à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qui sont bio, pas très loin de la France, des Français aussi, etc. On leur demande un peu quelle est l'étendue de leur cahier des charges possible. On compile ça, on calcule le prix pour chacune des variables, donc ça veut dire quel type de packaging, quel type de production. Donc en l'occurrence sur l'huile d'olive, est-ce que c'était une production manuelle, donc des vieux oliviers où on va récupérer les olives à la main en tapant avec des filets dessus, parce que en fait comme c'est des vieux champs, les machines ne peuvent pas passer dans les champs d'oliviers, ou semi-industrialisés, donc en l'occurrence c'est des espèces de tracteurs spécialisés qui vont secouer les arbres, qui passent au-dessus des arbres, qui les secouent, donc voilà, c'est la semi-mécanisé. Est-ce que le moulin détient les champs, et du coup voilà, il y a une proximité et il y a une histoire entre le moulin et le champ. Quelle est l'origine? Évidemment, on avait l'origine italienne, française et espagnole. Voilà, et tous ces critères-là, en fait, on en fait un questionnaire qui est mis en ligne sur le site, et l'adhérent en fait peut choisir pour chacun des critères en disant voilà, moi je veux une huile d'olive française qui soit artisanale, qui soit avec un packaging en verre, etc., etc. Et en fait, on voit le prix évoluer en fonction des réponses qu'on apporte, mais également l'impact carbone. Donc, il y a cette dimension-là qu'on a rajoutée. Et donc, c'est hyper intéressant parce que voilà, c'est ce que je racontais sur la pédagogie. C'est-à-dire que on fait un paragraphe explicatif pour chacun des éléments. Ça veut dire que quand vous choisissez une origine France par rapport à une origine italienne, par exemple, on vous explique pourquoi c'est plus cher. En l'occurrence, l'huile d'olive d'origine France, elle est 3 fois plus chère que l'huile d'olive d'origine espagnole ou italienne parce que les arbres sont moins productifs, sont 3 fois moins productifs dans le sud de la France. Donc tout ça, c'est expliqué pourquoi tel packaging... on ne fait aucun parallèle, aucune... Pourquoi tel packaging a plus ou moins d'impact carbone, la quantité quand une huile d'olive vient d'Espagne, le trajet en camion, etc.
Et donc ça permet aux consommateurs aussi de se rendre compte de l'impact de ces produits, de ces choix. Et à la fin, on récupère le produit qui a le plus de choix, qui a récolté le plus de votes, et c'est celui qu'on produit. Il y a une enquête en cours en ce moment ? Ouais, je pense. Si tu vas sur Marc Lafourche. Venez donner votre avis. Voilà. Ok. Je sais pas lequel c'est en ce moment, parce qu'on en sort... Les cornichons bio ou le gel aloe vera. Ah, magnifique. Comment ça marche ? Je fabrique mon produit idéal, je découvre les résultats, je commande et je note les produits créés ensemble. Ok. Et tu peux avoir accès aussi à tous les résultats, tous les votes de tous les précédents produits. Ok. Avec l'explication, etc. Hyper intéressant. Le temps file. J'aurais bien aimé... on peut aborder le sujet quand même assez rapidement. On parlera d'international dans un an. Je voulais aborder le sujet parce que pour l'instant vous êtes dans les pays francophones à proximité. Je voulais savoir quels étaient tes plans. Mais tu viendras me raconter ça lors d'un catch-up, je l'espère. Mais il y a un autre sujet que je trouve intéressant, c'est que vous avez récemment fait une OP de consolidation. Vous avez acheté un autre acteur. Vous vous êtes rapproché. Je ne sais pas quelle est la terminologie qui a été officialisée avec Aurore Market, puisque c'est Aurore Market. Donc vous avez fait de la croissance externe. J'aimerais bien que tu me racontes comment ça s'est passé en termes d'intégration de catalogue et de base. Alors, en l'occurrence, pour nous, c'était une opération qui faisait pas mal de sens parce qu'on était très proche en termes de valeur et de catalogue d'Aurore Market. C'est-à-dire qu'on avait à peu près, je crois que c'était 70% de produits en commun par rapport à eux. Donc c'est quand même énorme. Donc ça a été assez facile. C'est-à-dire que les produits qu'on n'avait pas, on les a. On a aussi une offre anti-gaspi sur le site. Donc c'est des produits qui sont. Alors c'est pas des produits frais, ça c'est des produits secs. Mais qui, pour des raisons de packaging, de changement de packaging ou de DDM trop courtes, sont à moins 50, moins 70%. Donc ces produits-là qu'on n'avait pas envie de référencer, on les a vendus sur la partie de notre store qui est anti-gaspi, et le reste, en fait, ça a juste intégré notre stock, quoi. Ils étaient sur un modèle d'abonnement aussi ? Ils étaient sur un modèle d'abonnement. On s'est lancé à peu près au même moment. Je crois qu'ils avaient 1 ou 2 ans de plus que nous. Ils n'ont pas eu la chance. On a grossi plus vite qu'eux. Et en fait, ça faisait énormément de sens parce que c'était aussi une communauté d'adhérents qui était en termes de valeur, de type de consommation qui était très proche de la nôtre. Donc c'était vraiment une opération qui faisait sens. Et aujourd'hui, ça représente, Aurore Market, ça représente en 10% de nos ventes, quoi. Les adhérents d'Aurore Market. Tu te souviens de combien d'adhérents ils avaient avant le rachat ? Alors, il faut faire la différence entre les adhérents totaux, les adhérents actifs, et parmi les adhérents actifs, ceux qui sont vraiment engagés. Okay. Il y en avait quelques milliers qui étaient vraiment engagés. Et c'est surtout ceux-là qui nous intéressaient. Et vous les avez gardés ? Ils ont été rapatriés ou les deux sites cohabitent encore ? Non, ils ont été rapatriés. Okay. On leur a créé une adhésion à la Fourche. Donc aujourd'hui, le site d'Aurore Market n'existe plus. Si tu tapes Aurore Market, tu vas tomber sur le site de la Fourche. On l'a fait cohabiter pendant quelques mois, le temps que les gens s'en rendent compte, etc. Les actifs, on en a récupéré quasiment la totalité. Alors il y en a toujours, ça augmente. Je regarde les chiffres tous les 2 jours et ça augmente. Il y a des gens qui sont pas encore connectés, mais qui se connectent au fur et à mesure. Bon. Ok. Donc et on met en place des techniques pour essayer de leur dire coucou, on existe. N'oubliez pas que vous avez une adhésion. Votre adhésion Aurore a été transférée à la Fourche et venez voir. Tu peux la transférer automatiquement, l'adhésion, et leur laisser des mois gratuits, j'imagine, mais tu peux transférer les données CB, ou ils sont obligés de se réengager à la fin de leur période ? Alors, les données CB, pour raison de RGPD, en fait, on n'y a pas accès. C'est ça. Et donc, ils sont obligés de recréer leur... Ok. T'as de la friction à ce moment-là, ou comment tu gères la friction à ce moment-là, plutôt ? Alors, on leur demande pas leur CB pour reprendre une adhésion, puisqu'on la transfère, donc on n'a pas besoin de CB pour l'adhésion. Quand ils payent une commande à la Fourche, on peut utiliser cette CB-là pour ensuite l'utiliser sur l'adhésion. Ok. Donc en fait, on veut juste qu'ils fassent une commande. Qu'ils fassent une commande, ok. Et après, c'est bon. Comme les abonnés gratuits, comme le freemium qui passe au premium. Exactement. Et après, les logiques qu'on met en place sont à peu près les mêmes qu'on fait sur le mode classique, quoi. Cool. T'as des boucles de mails. On a testé aussi les voicemails. Vous êtes lancé sur Shopify, vous n'aviez pas de développeur ni de connaissances, vous avez appris sur le tas. Et vous venez de migrer à Silius. Ouais. Pourquoi ? Plein de raisons, mais la principale, je dirais, c'est pour avoir plus de flexibilité sur le checkout.
étant donné qu'on a ce modèle d'adhésion, on avait vraiment deux fenêtres d'acquisition, deux tunnels d'acquisition qui étaient différents. Un tunnel où en fait, tu arrivais, tu prenais ton adhésion et ensuite on te disait fais ta commande, mais qui n'est pas le plus logique parce qu'en fait, on a vraiment envie que les gens fassent une commande et en fait que l'adhésion soit intégrée dans leur panier en leur disant en fait, dans 30 jours, vous serez... Et ça, c'était pas possible sur Shopify. Donc pour avoir la main sur le funnel et pouvoir A/B tester aussi notre funnel, on avait besoin de sortir de Shopify. Et Shopify, ça coûte cher aussi. Et donc voilà, et ça a mis un peu de temps, mais on a trouvé Silu, qui est ce framework open source qui correspond à nos besoins. Mais voilà, comme toute migration, ça a été assez long, assez pénible. Je fais un petit coucou à mon CTO qui a perdu quelques cheveux dans l'histoire. Mais voilà, là, ça s'est bien passé. Et maintenant, ça roule et on a eu... il n'y a pas eu de problème quand on a migré. La tech, c'est compliqué. Tu vois, voilà. Et une migration, c'est très compliqué. Surtout quand tu es sur un système avec lequel tu as bossé 4 ans, 5 ans, qui doit avoir plein de liens à plein d'endroits. Tu as plein d'interdépendances avec tous les outils métiers qui sont utilisés, avec la data évidemment, mais tu avais le service client, en fait, utilisé le CRM, en fait. On était sur Klaviyo, par exemple, Klaviyo qui est un outil de Shopify. Et t'es resté sur Klaviyo ? Et en fait, on est resté sur Klaviyo, mais on a dû repluguer toutes les informations qui sont nativement intégrées à Klaviyo via Shopify. On a dû les repluguer, une à une via Silus. Et voilà. Et en fait, t'as tellement d'interdépendance que t'en oublies forcément quelques-unes. Et après, tu dis zut, mon outil marche plus, je peux plus faire ce flow parce que je le renvoyais quand à la deuxième commande. Et maintenant, je sais plus quand t'es à la deuxième commande. Ah zut, on n'a pas pensé à ça. Et donc, tu te reprends 2-3 semaines dans ta migration. Bon, c'est un peu le. Ça a duré combien de temps le projet ? Alors, c'était parti pour durer 3 mois et je pense qu'on a mis. Vous étiez ambitieux 3 mois, un truc comme ça, quoi. Okay. Ouais, ça a pris un peu plus de 6 mois, quoi. Ok. Et combien de temps de test, tu te souviens ? À partir de quel moment vous vous êtes dit à partir de maintenant on teste et maintenant on est live ? On a fait, c'était au moins un mois, je crois, les tests. Ok. Au moins un mois, ouais. Ça va. T'as fait c'était récent ? C'est assez récent, on vient de le sortir. Donc là, vous aviez déjà 60 000, 65 000, 70 000 membres. Tu l'as déployé en une fois ou au fur et à mesure ? Au fur et à mesure. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que les deux systèmes ont cohabité. C'est galère ça, parce que ça veut dire que dans ta migration, les chers auditrices, chers auditeurs, nous on a été confrontés à des cas similaires dans le passé. Ça veut dire que par moment... Pardon, je salue Cyril Chiche de Lydia qui vient de faire un catch-up avec Génération Do It Yourself et qui me faisait des grands signes par la fenêtre. Excuse-moi Lucas, c'était pas très poli. Je t'en prie. Une migration on-off, c'est simple. Tu fais tes devs, tu fais tes tests et ta recette. Quand t'es prêt, tu serres les fesses et tu switches ton DNS. Une migration par batch ou par étape, en test and learn sur une partie de la base, ça veut dire que tu dois gérer une synchronisation des commandes. Si jamais tu dois faire un rollback, donc revenir en arrière, ou tu vas avancer, tu dois gérer une synchronisation des commandes du stock, de la pro. C'est pas évident. C'est pas évident, mais écoute, c'est la solution qu'a choisi l'équipe tech, et on a commencé sur 10%, 10% de la base. En fait, on a progressivement, c'est surtout le checkout qui était vraiment le point problématique. Et on a commencé pendant quelques jours à faire passer 10% de trafic dessus, voir s'il y a pas, à regarder toutes les transactions pour voir s'il n'y avait pas de problème, etc. Quel type de problème remontait sur les premiers 10% ? Je crois qu'il y avait ça il y avait pas a de plutôt problème. bien marché. Non, mais ça a plutôt bien marché. Il y avait pas trop de. Alors il y a toujours des petits bugs. C'est toujours des edge cases, donc des cas très spécifiques. Des effets de bord, non ? Ouais, c'est ça. Donc en fait c'est des gens qui voulaient annuler leur commande, par exemple. Tu vois, le cas où la personne a commandé, elle a une demi-heure pour annuler sa commande et elle l'annule, elle repasse avec une autre carte de crédit, par exemple. Ça, c'est un cas qu'on avait oublié de prendre en compte. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais bon, c'est qui se règle. Une petite proportion des utilisateurs et qui se règle, bien sûr. T'as fait 10, 100 ou 10, 20, 50 tu vois, c'était par étape. Je crois qu'on a vraiment commencé avec 10, après on s'est dit c'est bon, ça marche et on y va. Et t'as basculé, quoi. Ouais. Ok. Merci Lucas, c'était passionnant. J'avais quelques questions encore, mais qui sont moins e-com et business, mais qui sont plus pilotage. Ouais. Tu es une entreprise. Vous êtes une entreprise à mission ? On peut dire ça, ouais, c'est dans notre ADN, quoi. Ok. On n'a pas fait ça pour la gloire ou pour l'argent, en tout cas. Ok.
c'est compatible avec le modèle entrepreneurial, start-up, scale-up du coup maintenant? Ouais, alors je pense, moi, la vraie tension que j'éprouve en fait, c'est croissance vs sens. Moi, je pense que le temps de la décroissance est venu. Enfin, tu vois, il faut qu'on arrête de consommer des produits qui ne servent à rien. Les limites planétaires sont en train d'être atteintes, et c'est une question c'est urgent en fait. Et c'est pour ça qu'à la Fourche, on ne vend que des produits essentiels, des produits dont on ne pourra pas se passer. De la nourriture, du savon, des trucs vraiment, ou de la lessive. Et tu vois, typiquement, quand on vend de la lessive, on vend aussi les produits pour faire sa propre lessive. Si tu veux aller plus loin dans la sobriété, tu vois. Et pour nous, c'est vraiment essentiel, c'est qu'on veut être un magasin qui résiste, en fait, enfin, qui est en accord avec un besoin de sobriété. C'est-à-dire qu'on va pas te vendre des trucs qui n'ont aucun intérêt, qui viennent de l'autre bout de la planète, qui sont juste là, tu vois. On est vraiment sur des trucs essentiels. Et pour moi, évidemment, quand tu es dans une startup, tu as toujours ce truc de il faut grossir. Tu vois, parce qu'on n'est toujours pas rentable. Hein, donc, il y a un moment, il faut qu'on atteigne la rentabilité. Et en fait, il y a une vraie tension. Et cette tension, on la résout en ne proposant que des produits essentiels. Mais il y a quand même une tension entre mes convictions profondes, tu vois, écolo, en fait, il faut qu'on consomme moins, et pousser un truc, à pousser les gens, voilà, à consommer plus chez nous, quoi. Et vous n'êtes pas autofinancé, du coup, si tu me dis que vous n'êtes pas encore rentable, mais que la rentabilité est en vue. Je vois que sur Internet qu'il y a une petite levée, une levée en tout cas, parce que le montant n'est pas communiqué. C'est compatible aussi, ça. Tu peux aller voir des investisseurs en leur disant je veux que les gens consomment moins. Faites-moi confiance, tu vois, pour que les gens consomment moins. C'est une bonne question. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération d'investisseurs, en l'occurrence ceux qu'on a trouvés, qui sont quand même bien au fait, tu vois, de ces problématiques écologiques. Là, il y a toute une génération d'investisseurs qui commencent à monter des fonds impact et des fonds, t'as de la climate tech, tu vois. Donc c'est quand même pour une nouvelle génération d'investisseurs, il n'y a pas de souci, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent peut aussi servir à les causes écologiques, et donc en l'occurrence, c'est ceux qu'on a trouvés, et on est assez content parce qu'ils sont jamais remis en cause. Tu vois, on est quand même hyper engagés, et on fait des trucs qui n'ont pas toujours de sens économique. Tu vois, on parlait de l'éco-score. Oui, on a eu une couverture média, mais en termes d'investissement, de ce que ça nous a pris comme temps, le ROI est négatif, quoi. Mais voilà, ils n'ont jamais remis ce genre de choses en cause, parce que dès le départ, quand on allait les voir, on leur a dit, mais en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'engagement, quoi. C'est du sens. On fait ça parce que on veut pousser la transition écologique, et on veut permettre à tous d'accéder à des bons produits, quel que soit, tu vois, leur niveau de ressources et où ils habitent, tu vois. Et à partir du moment où tu as dit ça, c'est ma mission, on n'y dérogera jamais. L'investisseur, tu vois, il dit ok, soit j'adhère à ça et je te suivrai, soit j'y crois pas et je te suis pas, tu vois. Mais il n'y a pas de remise en question de ce truc-là après 2 ans, quoi. Donc on est assez content en fait de nos investisseurs, qui au contraire même, tu vois, sont assez fiers de ce qu'on fait, et nous poussent voir, tu vois, dans des directions, aller plus loin sur des trucs qu'on n'avait pas toujours envisagés. Bon, t'es quand même, j'imagine, en permanence c'est une question de curseur, tu vois, entre engagé et militant. Je sais pas, je regarde ton site, il est très clair. En vrai, il serait un peu plus sombre. J'imagine que tu aurais une consommation moindre du site. Ouais, oui. Alors, il faut en effet, tu vois, c'est toujours une question de curseur. Nous, notre combat, c'est pousser l'agriculture, tu vois, une agriculture plus respectueuse de l'environnement, et jouer, voilà, sur ce que les gens mangent. On va pas embrasser tous les combats. On essaie d'être le plus vertueux sur toute la ligne. C'est pour ça qu'on fait de l'éco-ancrage typiquement sur les produits. Mais voilà, j'ai typiquement des boîtes qui me contactent et qui me disent il faut que vous diminuez l'impact environnemental de votre site. Le seul souci, c'est que ça va augmenter le temps de chargement. Je suis là, oui, mais en fait, le temps de chargement, c'est mon taux de conversion. Donc non, en fait, je pense que ma mission est plus importante que gagner un pouillème d'énergie sur le site, quoi. Donc c'est pas choisir ses combats, c'est prioriser ses combats. Oui, c'est ça. Et puis peut-être qu'un jour on y arrivera, tu vois. Et on aura, l'idéal, ce serait d'avoir un switch sur le site où l'utilisateur peut choisir en disant, tu responsabilises. Voilà. C'est ça. Et autre question que je me posais, mais on l'a abordé en toute transparence avant de commencer l'entretien, c'est l'esprit entrepreneurial. Moi, j'ai des situations, j'ai un questionnement similaire actuellement. Quand on est 5, 10, 15, 20, c'est facile de transmettre ça à ses collaborateurs. L'employé numéro 201 qui va bientôt arriver chez vous, qui est déjà arrivé chez vous, comment est-ce que tu fais pour lui transmettre ces valeurs ? C'est un vrai sujet.
voilà, c'est comment tu transmets la culture, c'est toujours un sujet avec tous les entrepreneurs avec lesquels on discute. Comment tu l'incarnes, comment tu fais en sorte qu'elle soit, qu'on s'en souvienne, c'est au moment de l'onboarding, comment t'expliques tes valeurs, comment tu racontes ton histoire. Nous maintenant, tu vois, typiquement, on s'est dit que on fait des off-site, tu vois, des week-ends d'intégration, et on s'est dit qu'on racontait l'histoire de la boîte. Comment ça s'est passé, comment on était à l'arrache au début, parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois, et qu'on faisait les colis nous-mêmes toute la journée, que le soir on faisait les pubs sur Facebook, et je rédigeais les newsletters, et le matin je répondais aux adhérents du service, enfin, tu vois, et en fait c'est comme ça que ça s'est fait, et en fait d'être dans cet état d'esprit de je fais tout, ça te met un niveau d'intensité, un niveau de priorisation aussi qui est nécessaire quand tu dois vraiment aller à l'essentiel. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie d'inculquer, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus dur quand t'arrives, t'es le 200e, t'as l'impression que voilà, ça roule, t'as tes avantages, tes machins, et infuser un peu ce truc de priorisation absolue, on perd pas de temps, on y va, on est ambitieux, on est audacieux, c'est compliqué, et c'est ce qu'on disait avec nos associés, c'est qu'en fait ce truc-là, personne l'a vraiment vu dans la boîte, parce que notre premier recrutement, ça faisait 1 an et demi. Donc c'est vraiment cette période-là où on était vraiment en galère, alors pour la petite anecdote, parce que c'est assez marrant, on avait à la Courneuve, on avait un petit espace dans une pépinière, et on avait loué une Fiat Uno au black à un mec, tu vois, qui vivait juste à côté dans la cité de la Courneuve, et on la remplissait de cartons, et on allait livrer nous-mêmes, tu vois, le centre de Mondial Relais, avec des cartons qui débordaient de la caisse, et au début on faisait ça une fois par jour, et à la fin on faisait 3 allers-retours par jour. Moi j'avais pas le permis, j'ai dû passer le permis en catastrophe pour aider mon associé à le faire, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas possible, et qu'il pouvait pas prendre de vacances, enfin bref. Et donc voilà, ce truc-là de, à un moment on y va, c'est en racontant les histoires, quoi. En racontant les histoires, et que ça se passe, et il faut les raconter au bon moment, il faut les répéter, il faut faire en sorte que, faut travailler sur ses valeurs, faut qu'elles soient incarnées, faut que tes valeurs, en fait, elles interviennent vraiment dans le management au quotidien. Donc en fait, nous, ça, tu vois, quand on fait des points mensuels, ou quand on fait les people review de nos adhérents, de nos collaborateurs, de nos équipes, on fait appel aux valeurs. Tu vois, est-ce que tu l'as incarné pendant ces derniers mois, oui ou non, pourquoi, pour que vraiment les gens mais elles reviennent, et en fait les intègrent, quoi. Comment tu testes ça à l'entretien ? La compatibilité avec le mindset entrepreneurial ? T'as certaines questions, tu vois, tu peux un petit peu savoir, il y a certaines questions qui permettent d'un peu de juger de ça, quoi. Et puis sur le parcours aussi, tu vois. Alors là, j'en ai pas en tête, tu vois, mais moi, il y a une question que je pose souvent en entretien, mais je sais pas si j'ai envie de la dire, mais que j'aime bien. Moi, là, je vais te la donner, mais c'est est-ce que tu pourrais me donner une de tes opinions que tu estimes non consensuelle ? Est-ce que tu pourrais me donner une de tes opinions que tu estimes non consensuelle ? Ouais, dans ton cercle. Ok. Et en fait, ça dit pas mal de choses. Tu vas où avec ça ? Qu'est-ce que tu essaies de tester, tu veux dire ? Ouais. Justement, est-ce que tu es capable d'avoir des idées, en fait, qui sont pas, tu vois, les idées dominantes, mais que tu estimes, tu vois, en fait, bonnes ? Et comment tu le justifies ? Après, évidemment, il y a une discussion qui s'ensuit. Hein. C'est comment tu le justifies, pourquoi tu penses à ça, pourquoi c'est non consensuel pour toi, etc. Tu vois. Et c'est toujours intéressant de voir comment les gens se placent. Et aujourd'hui, cette question. J'adore cette question. Est-ce que tu as une opinion que tu es prêt à défendre ? C'est ça. Et pour laquelle tu n'es pas un mouton, parce que tu penses comme tout le monde ? Exactement. Ou en tout cas comme la majorité. Ok. Est-ce que tu as une opinion non consensuelle, un avis non consensuel, une opinion non consensuelle ? Une opinion non consensuelle que tu pourrais me défendre. Je ne sais plus qui. Je me demande si c'est pas Upway qui fait du marché de seconde main de vélos électriques. Je ne veux pas dire de bêtises. Bref, quelle start-up que j'ai reçue sur le panier qui fait passer tous les nouveaux collaborateurs par une sorte de vie ma vie, tu sais, du shadowing de tous les métiers de Ok. Voilà. Tu me disais tout à l'heure que vous, pendant 1 an et demi, vous avez fait des cartons en Fiat Uno pour les livrer, en Fiat Tipo Uno, je sais plus, bref. Tous les employés vont à l'entrepôt. Il y a au moins une journée où tu vas à l'entrepôt okay. pour voir ce que c'est, parce qu'en fait, ça reste notre taf, hein, c'est faire des cartons, c'est dur.
Et il faut se rendre compte un petit peu de, voilà, après quand tu es dans les bureaux, tu fais des pubs Facebook, tu écris des newsletters, tu es quand même une qualité de travail qui est quand même bien meilleure que voilà, quand tu es dans un entrepôt qui fait froid, tu es debout toute la journée, tu portes tu vois, c'est pas la même chose, donc c'est important que tout le monde se passe par là et se rende compte un peu de la difficulté de ce qu'on fait, quoi. Lucas, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps. Lucas Lefebvre, alors, je ne l'ai plus sous les yeux, mais Lefeb comme Bastien, V comme Victor, RE. Vous pouvez retrouver du coup Lucas sur LinkedIn. Évidemment, allez tester La Fourche, lafourche.fr. .fr d'ailleurs, vous avez un .com, comme vous allez faire à l'international. Tu me diras ça dans un an. Ça fera partie des sujets qu'on abordera. Absolument. Ainsi que la logistique, son état actuel et son évolution. Donc, allez tester lafourche.fr et vous pouvez contacter Lucas sur LinkedIn, j'imagine. Absolument. Il y a entre 5 et 8 000 personnes qui t'écoutent. T'as besoin de quoi ? J'ai besoin de quoi ? Ouais. Je t'avais pas préparé à cette question. Ah non, j'avoue. Tu recrutes, tu as des ambassadeurs. Alors, on parlera d'influence aussi la prochaine fois parce que tu m'as dit que vous faisiez de l'influence, mais j'aimerais bien savoir comment, mais on en parlera la prochaine fois. Bah écoute, si y a des affiliés, des gens qui veulent parler du modèle, on a un programme d'affiliation, on peut leur les incentiver. Donc voilà, si même des entrepreneurs qui pensent qu'on peut faire des partenariats ensemble, on est hyper ouvert à ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ouais. Cool. Merci infiniment, Lucas, c'était passionnant. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de journée, nuit, je sais pas quand vous m'écoutez, footing, si vous m'avez écouté pendant... Putain, ça fait 1h20, c'est un long pour le panier, c'est pas habituel. Si vous avez couru tout ce temps, félicitations. Inscrivez-vous à la newsletter, lepanier.io, et retrouvez Lucas, Nathan et Boris Meuton, Nathan Labatte, Boris Meuton sur LinkedIn, si vous avez des questions. Merci Lucas. Un grand merci Laurent. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.